Le bruit des sabots se rapprochait de plus en plus vite, un galop effréné qui n'annonçait rien de bon. Mon cœur s'est emballé, cette vieille peur, celle que je croyais enterrée, remontant à la surface comme une bulle d'air dans l'eau sombre. Quand j'ai vu cet homme, silhouette sombre et inconnue sur la véranda, le souffle m'a manqué. Il y a des ombres du passé qui, même après tant d'années, vous serrent la gorge. Celle-là en était une. Ses vêtements chics, malgré la poussière du chemin, ne collènent pas avec nos terres arides du Massif central. Pas ici. Mon regard a balayé l'horizon. Julien était parti avec Adam dans les pâturages, les plus jeunes étaient chez Sophie. J'étais seul, totalement seul. Comme ce matin d'août 1883, ou peut-être était-ce juillet. Peu importe. Je me souviens surtout de la panique, ce cri étouffé, ma main glissant du rail froid, le sifflement du train derrière moi déchirant la nuit, comme un démon lancé à ma poursuite. Je me suis jeté du train en pleine course. Le choc, la douleur, mon épaule, ma cheville qui me criait sa protestation, les rochers, la terre sèche, le thym sauvage déchirant ma robe, ma peau. J'étais tombé d'un talus abrupt, le bruit régulier des roues s'éloignant, s'effaçant dans l'obscurité. Seule ma respiration haletante et le hurlement lointain d'un coyote brisaient le silence. Je suis resté là, pétrifié, osant à peine bouger. Avais-je survécu? J'avais l'impression que chaque parcelle de mon corps était brisée. Le ciel noir du Massif central s'étendait au-dessus, indifférent à ma misère. J'avais du sang chaud qui coulait le long de ma tempe et ma cheville gauche un martèlement constant. Mais j'étais libre, libre de Pierre, de son emprise étouffante, libre de l'avenir qu'il m'avait acheté à coups d'argent et de promesses qui sonnaient plus comme des menaces. Je me suis forcé à m'asseoir, mordant ma lèvre pour ne pas hurler sous la douleur des côtes. Ma petite valise, elle avait disparu, perdue quelque part dans ma chute. Il ne me restait rien, juste cette robe bleue déchirée, une seule chaussure et l'immensité de la nuit. Le train filait vers Clermont-Ferrand. Je devais être quelque part entre Lyon et là, au milieu de nulle part. Aucune idée de la ville la plus proche, aucune idée de la direction à prendre, même si ma cheville avait pu me porter. La nuit d'été se rafraîchissait rapidement et j'ai commencé à trembler. Je devais bouger, trouver un abri avant que le froid ne s'incruste dans mes os, ou avant qu'un prédateur ne me trouve vulnérable et ensanglanté. J'ai rampé, utilisant mes mains pour me traîner loin des rails, vers un amas de rochers qui pouvait offrir une protection illusoire. Chaque mouvement était une vague d'agonie, mais je serrais les dents et continuais. Puis, le trou noir. Je me suis évanoui, ou peut-être suis-je tombé dans un sommeil forcé par l'épuisement. Quand j'ai rouvert les yeux, l'aube pointait, pâle et dorée. Ma bouche était sèche comme la terre. Mes lèvres gerçaient. La douleur s'était installée en une pulsation sourde qui enveloppait tout mon être. J'ai essayé de me lever, m'appuyant sur les rochers, mais ma cheville a cédé immédiatement, et je suis retombé lourdement, un cri m'échappante. C'est là que j'ai entendu le cheval. La terreur m'a serré le cœur. Pierre, avait-il déjà senti que j'étais parti? Comment aurait-il pu savoir où j'avais sauté? Mais le rythme des sabots était régulier, lent, pas le son d'une poursuite acharnée. J'ai essayé de ramper derrière les rochers pour me cacher, mais mon corps ne voulait plus coopérer. Le cavalier est apparu sur une crête, silhouette sombre se découpant contre le soleil levant. Un homme sur un cheval alezan, tranquillement assis en selle, une carabine posée sur ses genoux. Grand, les épaules larges, un chapeau sombre rabattu sur les yeux. Il ne m'avait pas vu encore. J'ai retenu ma respiration, priant pour qu'il passe son chemin. Le cheval a henné et secoué la tête, les oreilles pivotant vers ma cachette. Le cavalier s'est tourné, son regard suivant l'attention du cheval. Il est resté immobile un instant, puis a touché les flancs de sa monture et a lentement avancé vers moi. Je voulais courir, mais je pouvais à peine bouger.
Je me suis tassé contre les rochers, essayant de me faire petite, invisible. L'homme a freiné à quelques mètres et m'a regardé de haut. Je le voyais mieux maintenant. Jeune, la vingtaine sans doute, une mâchoire forte ombragée par une barbe de quelques jours. Ses yeux étaient d'un bleu saisissant même dans la lumière du matin, et il m'examinait avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Madame, a-t-il dit, sa voix grave et traînante, on dirait que vous avez traversé l'enfer. » Je n'ai rien dit, juste fixé. Ma gorge était trop sèche pour les mots de toute façon. Il a glissé de sa selle d'un mouvement fluide, laissant la carabine dans son étui. Il s'est approché lentement, prudemment, comme on approche un animal blessé. « Je ne vais pas vous faire de mal, Tint, a-t-il dit. Mon nom est Julien Chevalier. J'ai un ranch à environ 8 kilomètres au nord d'ici. On dirait que vous auriez bien besoin d'aide. Non, ai-je réussi à ravaler, la voix rauque. S'il vous plaît, laissez-moi. Il s'est arrêté, le front plissé. Madame, vous êtes gravement blessée. Je ne peux pas vous laisser ici. Vous allez mourir. Mieux que de revenir en arrière, ai-je murmuré. Quelque chose a changé dans son expression, une sorte de compréhension. Il s'est accroupi, gardant ses distances. Qui est à votre poursuite? J'ai secoué la tête, les larmes me brûlant les yeux. Non, je ne pleurerai pas. Je n'avais pas pleuré quand Pierre m'avait frappé, je n'avais pas pleuré quand il m'avait enfermé dans mon compartiment de train, je n'avais pas pleuré quand j'avais pris cette décision terrifiante de sauter. Je ne pleurerai pas maintenant. Julien est resté silencieux un moment. Puis il s'est levé et est retourné à son cheval. J'ai pensé qu'il allait remonter et partir, me laisser à mon destin comme je l'avais demandé. Au lieu de cela, il a tiré une gourde de sa selle et est revenu vers moi, la décapsulant. « Au moins, buvez quelque chose, » a-t-il dit, me l'offrant. La vue de l'eau a brisé ma résolution. J'ai tendu des mains tremblantes, mais mes doigts n'arrivaient pas à la saisir correctement. Il l'a tenue pour moi, la penchant doucement pour que je puisse boire. L'eau était tiède, mais c'était la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais goûtée. J'ai bu trop vite et me suis étouffé, toussant, ce qui a fait hurler mes côtes. « Doucement, » a-t-il dit d'une voix douce. « Doucement maintenant. » Quand j'ai eu bu mon saoul, il a rebouché la gourde et l'a posée. « Voulez-vous que j'examine vos blessures? » Je voulais refuser, mais quel choix avais-je? J'ai hoché la tête légèrement. Il m'a examiné de main douce et compétente, me touchant à peine. « Votre cheville est soit gravement foulée, soit cassée. Vous avez de profondes coupures qu'il faut nettoyer. Vous avez peut-être des côtes fêlées. Comment est-ce arrivé? J'ai sauté, ai-je dit. Du train, ses yeux se sont légèrement écarquillés. Le train vers l'ouest qui est passé la nuit dernière. J'ai hoché la tête, il a sifflé doucement. Vous avez de la chance d'être en vie. Ce train roulait à bonne allure. Il s'est rassillé sur ses talons, étudiant mon visage. Quelqu'un dans ce train que vous fuyez. J'ai croisé son regard, essayant de lire ses intentions. Pouvais-je lui faire confiance? Avais-je le choix? Mon fiancé, ai-je dit finalement. Il m'emmenait à Clermont-Ferrand pour m'y marier. Mais vous ne vouliez pas l'épouser. Non, Julien a hoché la tête lentement. Eh bien, mademoiselle, je crois que c'est votre choix, pas le sien. Il s'est levé et m'a tendu la main. Mon offre tient. J'ai un ranch, un lit où vous pourrez vous reposer, de la nourriture, et ma sœur peut aider à soigner vos blessures. Personne ne vous forcera à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas faire. Vous avez ma parole là-dessus. J'ai regardé sa main tendue, son visage ouvert et honnête. Je m'étais tellement trompé sur Pierre, j'avais cru que sa gentillesse était sincère alors que ce n'était qu'un masque pour son besoin de me contrôler. Comment pouvais-je me fier à mon jugement maintenant? Mais l'alternative était de mourir seul dans les paysages sauvages du Massif central. Et malgré tout, je n'étais pas prêt à mourir. J'ai posé ma main dans la sienne. Sa paume était calleuse et chaude.
sa prise ferme mais délicate. Marie, ai-je dit, Marie Dubois. Mademoiselle Dubois. Il a souri et cela a transformé son visage, le rendant plus jeune, plus doux. Allons vous ramener chez vous. Il m'a soulevé aussi doucement qu'il le pouvait, mais j'ai quand même crié quand il a déplacé mon corps brisé. Je sais, a-t-il murmuré. Je suis désolé. Ça va vite être fini. Il m'a installé sur son cheval, puis est monté derrière moi, un bras me soutenant contre sa poitrine. Je n'avais jamais été aussi proche d'un homme auparavant. Je n'avais jamais senti la chaleur solide d'un corps masculin contre le mien. Avec Pierre, il y avait toujours eu des couches de bienséance, de distance, mais maintenant, je n'avais pas d'autre choix que de m'appuyer sur la force de Julien, de le laisser me maintenir droite tandis que le cheval alezan entamait son chemin régulier vers le nord. J'entrais et sortais de la conscience, sentant le mouvement du cheval, le bras de Julien autour de ma taille, le soleil montant plus haut et plus chaud dans le ciel. Une fois, j'ai émergé assez pour réaliser qu'il me parlait, sa voix grave près de mon oreille. « Restez éveillée si vous pouvez, mademoiselle Dubois. Parlez-moi, dites-moi d'où vous venez. »« Paris, ai-je réussi. Arrivé dans l'Ouest il y a 6 mois. Mon frère a une mercerie à Lyon. »« C'est là que vous avez rencontré votre fiancé? »« Oui, il est venu au magasin. Charmant, riche. Mon frère pensait que c'était d'un bon parti. » J'ai ri amèrement, ce qui a fait mal à mes côtes. Je pensais avoir de la chance. Quand les choses ont-elles changé? Lentement. Après que j'ai accepté de l'épouser, il est devenu possessif, contrôlant, voulait savoir où j'étais à chaque instant, se mettait en colère quand je parlais à d'autres hommes, même des clientes du magasin. Puis il a commencé à prendre toutes mes décisions, ce que je portais, ce que je mangeais, qui je pouvais voir. Je parlais trop, mais les mots continuaient à sortir. Il y a 2 jours, il m'a dit que nous partions immédiatement pour Clermont-Ferrand, que nous nous marierions là-bas et que je ne reverrais plus jamais mon frère parce que mon frère était une mauvaise influence. J'ai essayé de refuser et il m'a frappé, m'a enfermé dans le compartiment. J'ai réalisé que si je descendais de ce train à Clermont-Ferrand, en tant que sa femme, je ne serais plus jamais libre. Alors vous avez sauté. Alors j'ai sauté. Il fallait du courage ou du désespoir. Parfois c'est la même chose. Son bras s'est resserré légèrement autour de moi. Vous êtes en sécurité maintenant. Je vous le promets. Je voulais le croire. Je voulais croire que cet étranger aux yeux doux et aux mains délicates était différent de Pierre. Mais j'avais cru en Pierre, moi aussi, et regardez où cela m'avait mené. La ferme est apparue au loin, une basse structure en bois avec une véranda couverte et une grange derrière. De la fumée s'élevait de la cheminée, malgré la chaleur estivale. Quand nous nous sommes approchés, une femme est sortie sur la véranda, protégeant ses yeux du soleil. Il était jeune, 18 ou 19 ans peut-être, avec de longs cheveux bruns attachés en une tresse pratique. Elle portait une simple robe de coton et un tablier, et son visage a montré une inquiétude immédiate en me voyant. « Julien » a-t-elle appelé. « Qu'est-ce qui s'est passé? »« Je l'ai trouvé près des voies ferrées, » a dit Julien, freinant le cheval alezan. « Elle est gravement blessée, Sophie. Il faut préparer la chambre d'amis et faire chauffer de l'eau. » Sophie a descendu les marches en courant. « Bien sûr. Laisse-moi t'aider à la rentrée. » Entre eux deux, ils ont réussi à me faire entrer dans la maison et dans une petite chambre aux murs blanchis à la chaux et un simple lit en fer. Sophie a disparu et est revenue avec une brassée de fournitures, des bandages, une bassine d'eau tiède, des ciseaux et une bouteille de whisky. « Je vais devoir couper une partie de votre robe pour nettoyer correctement ses plaies, » a dit Sophie doucement. « Ça va? » J'ai hoché la tête. J'étais au-delà de la pudeur maintenant, au-delà de me soucier de quoi que ce soit, sauf du besoin désespéré de rester immobile et de laisser la douleur s'estomper. Julien s'était retiré vers l'encadrement de la porte, son chapeau à la main. « Je vous laisse, mesdames. Sophie, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. »« On ira bien. »
a dit Sophie. Va t'occuper de ton cheval. Après son départ, Sophie a travaillé avec une efficacité rapide, coupant le tissu déchiré de ma robe, nettoyant les plaies qui couvraient mes bras, mes jambes et mon torse. J'ai serré les dents contre la piqûre de l'antiseptique, j'ai agrippé le cadre du lit quand Sophie a bandé mes côtes serrées pour les soutenir. Votre cheville est définitivement cassée, a dit Sophie, l'examinant attentivement. Je vais devoir la remettre en place. Julien est meilleur que moi pour ça. Ça vous dérangerait si je le rappelais? Non, ai-je dit. J'étais allé si loin. Qu'était une humiliation de plus? Julien est entré, l'air mal à l'aise, les yeux fixés fermement sur mon visage et nulle part ailleurs. J'étais maintenant couverte d'une des chemises de nuit de Sophie, la couverture remontée jusqu'à la taille. « Je vais être direct avec vous, a-t-il dit, s'accroupissant près du lit, près de ma cheville blessée. Ça va faire plus mal que tout ce qui a fait mal jusqu'à présent. Mais une fois que ce sera remis et attelé, ça commencera à guérir correctement. Pouvez-vous supporter ça? Faites ce que vous avez à faire, ai-je dit. Sophie s'est assise sur le lit et m'a pris la main. Serrez aussi fort que vous avez besoin. Julien a positionné ma cheville avec précaution, ses mains sûres et fermes. À 3, 1, 2, il a tiré à 2, pas à 3, et j'ai hurlé tandis que les os se remettaient en place. La douleur a balayé ma vision. Sophie disait quelque chose d'apaisant, me caressant les cheveux, mais je ne l'entendais pas à cause du rugissement dans mes oreilles. J'ai senti Julien atteler ma cheville, l'enveloppant fermement, mais cela semblait se produire très loin. « C'est fait, a-t-il dit finalement. Vous avez bien géré, mademoiselle Dubois, vraiment bien. » Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais rien faire d'autre que de rester là, allongée et tremblante. « Elle a besoin de dormir, » a dit Sophie doucement. « Je lui apporterai du bouillon plus tard. Elle devrait manger quelque chose quand elle se réveillera. » Julien s'est levé et je l'ai senti remonter la couverture plus haut, l'enroulant soigneusement autour de mes épaules. « Vous êtes en sécurité ici, » a-t-il répété. Et puis il n'y a eu que l'obscurité et l'oubli béni. Quand je me suis réveillé, la pièce était assombrie par la lumière du soir. Mon corps était endolori, mais les arêtes vives de la douleur s'étaient estompées en quelque chose de plus supportable. J'ai tourné la tête et j'ai vu Sophie assise sur une chaise près du lit, raccommodant une chemise. Sophie a levé les yeux au mouvement et a souri. « Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? » Comme si j'avais été piétiné par un cheval, ai-je dit, ma voix rauque. Mieux que ce matin. Sophie a posé sa couture et a versé de l'eau d'une carafe dans un verre. « Pouvez-vous vous asseoir un peu? Vous devriez boire. » Avec l'aide de Sophie, j'ai réussi à me redresser suffisamment pour boire. L'eau était fraîche et douce, et j'ai réalisé que j'avais une faim dévorante. « Julien a fait du bouillon de bœuf, » a dit Sophie comme si elle lisait dans mes pensées. « Laissez-moi vous en apporter. » Elle est revenue quelques minutes plus tard avec un bol de bouillon riche et fumant et a commencé à me nourrir avec la même efficacité patiente qu'elle avait montrée plus tôt. J'ai voulu me sentir embarrassée d'être traitée comme une enfant, mais j'étais trop fatiguée et trop reconnaissante. « Merci, » ai-je dit quand le bol fut vide. « Vous deux, je ne sais pas ce que j'aurais fait si votre frère ne m'avait pas trouvé. » Julien a le don d'être au bon endroit au bon moment, a dit Sophie. Ou peut-être est-ce simplement qu'il parcourt tellement de terrain, vérifiant les clôtures et s'occupant du bétail, qu'il voit des choses que d'autres ne voient pas. Elle a fait une pause. Il m'a un peu raconté ce que vous fouillez. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous ne dirons à personne que vous êtes ici. Votre frère a dit que le ranch est à 8 kilomètres de l'endroit où il m'a trouvé. Qu'en est-il de la ville la plus proche? Saint-Flour est à environ 12 kilomètres à l'ouest. C'est une petite ville minière, principalement de cuivre. Nous y allons pour les provisions une fois par semaine environ, mais nous restons principalement entre nous. Sophie a hésité. Cet homme que vous fuyez, viendra-t-il vous chercher? J'avais essayé de ne pas y penser. Je ne sais pas. Il pense probablement que je suis morte.
Le train allait vite quand j'ai sauté et il faisait nuit. Même s'il réalisait que j'étais parti, penserait-il vraiment que j'ai survécu? Espérons que non. Sophie a tendu la main et m'a serré la main. Quoi qu'il en soit, vous êtes en sécurité ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. Les larmes m'ont brûlé les yeux. Je connaissais cette femme depuis moins d'une journée. Pourtant, elle me montrait plus de vraie gentillesse que Pierre en 6 mois. Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez pas. L'expression de Sophie est devenue lointaine. Notre mère est partie quand j'avais 8 ans, a-t-elle dit doucement. À cause de notre père. Il buvait, et quand il buvait, il devenait méchant. Elle nous a emmenés avec elle et nous avons vécu avec notre tante à Marseille pendant 5 ans avant qu'il ne nous retrouve, nous ramenant de force. Elle a réessayé 1 an plus tard, mais cette fois, elle nous a laissés derrière elle. Elle a dit que c'était trop dangereux de nous emmener, qu'elle reviendrait nous chercher quand elle se serait établie quelque part en sécurité. Elle a fait une pause. Elle n'est jamais revenue. Nous ne savons pas si quelque chose lui est arrivé ou si elle a simplement décidé que nous ne valions pas le risque. Je suis tellement désolé, ai-je murmuré. Notre père est mort il y a 3 ans, nous laissant sur Ange et pas grand-chose d'autre. Julien et moi l'avons travaillé ensemble depuis. On s'en sort. Sophie s'est levée et a lissé sa jupe. Je suppose que ce que je veux dire, c'est que je sais ce que c'est que d'être piégé, d'être suffisamment désespéré pour fuir. Julien aussi. Nous ne refuserons pas d'aider quelqu'un qui en a besoin. Après le départ de Sophie, je suis resté allongé dans l'obscurité grandissante et j'ai réfléchi à ce qu'on m'avait dit. Julien et Sophie avaient survécu à leur propre enfer, avaient construit une vie pour eux ici, dans la nature sauvage du Massif central. Pourrais-je faire de même? J'avais tout laissé derrière moi. Mon frère, ma maison, toute ma vie à Lyon. Je ne pouvais pas y retourner, pas s'il y avait une chance que Pierre me retrouve. Mais qu'avais-je maintenant? Pas d'argent, pas de possession, aucune compétence au-delà de la tenue de magasin de base et des arts décoratifs que ma mère m'avait fait apprendre à Paris. J'allais trouver une solution. Je devais. Je n'avais pas sauté d'un train en marche juste pour abandonner maintenant. Parfois, la nuit, quand le sommeil refusait de venir, je repensais à ma mère. À son sourire un peu triste quand elle me montrait comment broder, comment arranger les fleurs. Elle m'avait toujours dit que la beauté était une forme de résistance, une manière de ne pas laisser le monde nous écraser. Elle avait une force tranquille, celle des femmes qui avaient traversé des épreuves. Je me demandais ce qu'elle aurait fait, elle. Aurait-elle sauté? Aurait-elle trouvé cette même résolution glacée qui m'avait poussé hors de ce wagon? Il y avait des moments où je me sentais si loin d'elle, de cette jeune femme insouciante de Paris, si éloignée de l'image de la dame qu'on attendait que je sois. Mais dans ces silences du ranch, sous ces étoiles immenses, je sentais son écho en moi, cette petite flamme qui refusait de s'éteindre. Les jours suivants, j'ai alterné entre sommeil et éveil, mon corps exigeant du repos pour guérir. Sophie était une présence constante, apportant de la nourriture, changeant les bandages, bavardant facilement de la vie du ranch et du temps, et de tout sauf de ma situation. Julien apparaissait moins fréquemment, généralement tôt le matin ou le soir pour vérifier mes progrès. Il était toujours poli, toujours soucieux de maintenir une distance appropriée, mais je me suis surprise à attendre ses visites, à écouter ses pas sur le plancher de bois. Il y avait quelque chose de solide en lui, de stable. Il se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui savait exactement qui il était et ce dont il était capable. Ses mains, ai-je remarqué, étaient marquées par le travail, mais douces quand il vérifiait mon attelle ou aidait Sophie à me soulever pour changer les draps. Il parlait rarement de lui-même, préférant me poser des questions sur Paris, sur ma vie avant le Massif central, évitant soigneusement toute mention de Pierre. Une semaine après que Julien m'eut trouvé, j'ai réussi à m'asseoir seul et même à passer quelques heures sur une chaise près de la fenêtre, regardant les terres du ranch. La vue était à la fois magnifique et austère.
Des pâturages vallonnés parsemés de bétail, les montagnes lointaines violettes contre l'horizon, le ciel si bleu que c'en était presque douloureux à regarder. Ce n'était rien comme Paris avec ses rues bondées, ses bâtiments en pierre et son bruit constant. Cette terre était vaste et vide et totalement indifférente aux préoccupations humaines. Ça vous prend aux tripes, a dit Julien depuis l'encadrement de la porte, et j'ai sursauté, ne l'ayant pas entendu approcher. Il m'a offert un sourire désolé. Désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Je ne suis juste pas habitué à tant de silence, ai-je dit. À Paris, il y avait toujours du bruit, des roues de calèche, des gens qui criaient, des chiens qui aboyaient. Ici, c'est comme si le monde entier retenait son souffle. Il est entré dans la pièce et s'est appuyé contre le rebord de la fenêtre, regardant la terre qu'il aimait visiblement. Je suis allé à Marseille une fois quand j'avais 14 ans. J'ai détesté chaque minute. Trop de monde, trop de bâtiments. J'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. Il m'a regardé. Je suppose que c'est l'inverse pour vous. Peut-être au début, mais je pense que je commence à comprendre l'attrait. Personne ne vous regarde. Pas d'attente, juste vous, la terre et le travail. N'oubliez pas le travail. Mais il souriait. C'est une vie dure ici, toujours quelque chose à réparer, toujours un animal à soigner. Le temps est brutal en hiver et les étés sont chauds et secs. Mais c'est le nôtre, à Sophie et moi. Nous ne répondons qu'à nous-mêmes. Ça doit être agréable, ai-je dit doucement. Il a étudié mon visage. Vous guérissez bien. Encore une semaine ou deux, et vous devriez pouvoir vous déplacer avec des béquilles. Sophie peut vous montrer comment les utiliser. Elle s'est cassé la jambe à 12 ans et est devenue très douée pour naviguer. Je ne peux pas rester ici pour toujours, ai-je dit. Je dois trouver ce que je vais faire, où je vais aller. Pas de précipitation, a dit Julien. Vous êtes la bienvenue ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. Mais je ne peux même pas vous payer pour votre hospitalité. Je n'ai rien. Tout ce que je possédais était dans ma valise et je l'ai perdu quand j'ai sauté. Nous ne demandons pas de paiement. Nous aidons juste quelqu'un dans le besoin. Il s'est éloigné du rebord de la fenêtre. Quand vous serez plus forte, si vous voulez gagner votre vie, je suis sûr que Sophie pourrait avoir besoin d'aide à la maison. Elle fait toute la cuisine et le nettoyage en plus de m'aider avec le travail du ranch, mais c'est pour plus tard. Pour l'instant, concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. Il est parti avant que je puisse répondre, et je me suis tourné vers la fenêtre, mes émotions un désordre enchevêtré. J'étais reconnaissante, désespérément reconnaissante, mais la gratitude apportait son propre genre d'obligation. Je ne voulais pas être un fardeau, ne voulais pas être quelqu'un qui avait besoin d'être secouru. J'avais passé 6 mois avec Pierre, traité comme une enfant impuissante, incapable de prendre ses propres décisions. Je ne retomberai pas dans ce piège, même avec des personnes aussi réellement gentilles que Julien et Sophie. À la 3e semaine, j'étais suffisamment mobile pour me déplacer avec des béquilles, même si mes côtes me faisaient encore mal et ma cheville lancinait si je mettais trop de poids dessus. Sophie m'avait donné plusieurs robes ayant appartenu à leur mère, ajustées à ma plus petite taille. Les porter me faisait me sentir humaine à nouveau, moins comme une invalide. J'ai insisté pour aider aux tâches ménagères, commençant petit avec des choses que je pouvais faire assise, comme me raccommoder, écosser les petits pois, plier le linge. Sophie a protesté au début, mais j'ai été ferme. J'ai besoin de faire quelque chose, ai-je dit. S'il vous plaît, je ne peux pas rester assise à ne rien faire. Sophie a cédé et bientôt je suis tombé dans une routine. Je me réveillais tôt, aidais Sophie à préparer le petit déjeuner pour nous 3, puis m'attaquais à toute tâche que je pouvais gérer pendant que Sophie sortait aider Julien avec le travail du ranch. L'après-midi, je me reposais, puis aidais à la préparation du souper. C'était un travail simple, domestique, le genre de choses que j'avais faites dans la maison de mon frère à Lyon. Mais d'une certaine manière, c'était différent ici. Il n'y avait pas de jugement, aucune impression que je ne parvenais pas à atteindre une norme impossible.
Sophie et Julien étaient simplement reconnaissants pour l'aide, et leur gratitude semblait sincère. Moment. Ici, je dois m'arrêter un instant. C'est fou comme la vie peut basculer en un rien de temps, non? Je veux dire, j'étais là, une demoiselle de bonne famille. Enfin, c'est ce qu'on m'avait appris à être, à Paris, puis à Lyon. Et soudain, je me retrouve sur les routes caillouteuses du Massif central, les mains blessées, apprenant à vivre d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. C'est comme si le destin, ou peut-être une force supérieure, s'était dit, tiens, elle a besoin d'un bon coup de pied aux fesses pour comprendre ce qu'elle veut vraiment. Pierre, lui, c'était le chemin facile, ou du moins le chemin qu'on attendait de moi. Mais le chemin facile, ça peut aussi être une prison dorée, vous ne trouvez pas? Et la liberté, eh bien, elle n'a jamais été pavée de pétales de rose, n'est-ce que bon? Tout ça, c'était un chaos de peur, de choix impossibles et de rencontres inattendues. On fait des erreurs, on regrette, on se relève. C'est ça la vie, non? Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à mes poules, maintenant. J'en ai appris davantage sur le frère et la sœur durant ces semaines tranquilles. Sophie avait un esprit vif et un sens pratique qui devait provenir de la gestion d'un foyer à un si jeune âge. Elle pouvait tirer aussi bien qu'un homme, monter comme si elle était née en selle, et cuisiner des repas simples mais satisfaisants. Elle adorait clairement son frère aîné, même si elle n'hésitait pas à le taquiner sans pitié sur son sérieux. Julien restait une sorte de mystère. Il travaillait du lever au coucher du soleil, s'occupant du bétail, réparant les clôtures, dressant les chevaux. Il parlait peu mais observait tout avec ses yeux bleus saisissants. Je le surprenais parfois à me regarder pendant les repas, une expression pensive sur son visage, mais il détournait toujours le regard quand je croisais le sien. Un soir de fin septembre, après que Sophie fut allée se coucher, j'étais assise sur la véranda, profitant de l'air frais et de l'immense étendue d'étoiles au-dessus. J'ai entendu la porte moustiquaire s'ouvrir derrière moi et j'ai su sans regarder que c'était Julien. « Ça vous dérange si je me joigne à vous ?» a-t-il demandé. « Je vous en prie. » Il s'est installé sur la chaise à côté de moi avec un soupir tranquille, étirant ses longues jambes. Nous sommes restés un moment dans un silence confortable, écoutant les jappements lointains des coyotes. « Sophie m'a parlé de votre mère, » ai-je dit finalement. « Je suis désolé. C'était il y a longtemps. Quand même, ça a dû être dur. » Il est resté silencieux un moment. Le départ n'était pas le plus dur. Je comprenais pourquoi elle était partie. Mon père était cruel quand il buvait, et il buvait de plus en plus à mesure que je grandissais. Ce qui était dur, c'était l'espoir. Pendant 2 ans après qu'elle ait disparu la deuxième fois, Sophie a continué à croire qu'elle reviendrait, à surveiller la route, à demander quand maman reviendrait. Je ne savais pas comment lui dire qu'elle ne reviendrait pas, que nous étions seuls. Quand Sophie a finalement accepté, quelque chose a changé en elle. Elle a grandi d'un coup. Il a fait une pause. J'avais 16 ans quand notre père est mort. Sophie en avait 13. Je pensais qu'il nous emmènerait, nous séparerait, nous placerait dans différents foyers. Mais l'avocat a dit que j'étais assez âgé pour être le tuteur de Sophie, que nous pourrions garder le ranch si nous pouvions le faire fonctionner. Alors, c'est ce que nous avons fait. Vous l'avez pratiquement élevée. J'ai fait de mon mieux. Elle s'en est mieux sortie que je n'aurais pu l'espérer. Il s'est tourné vers moi. Elle vous aime bien, dit que vous avez un esprit fort. Je ne me sens pas très forte. Vous avez sauté d'un train en marche, c'est à peu près le plus fort qu'on puisse être. J'ai ri doucement, ou le plus fou. Parfois, il n'y a pas beaucoup de différence. Il s'est appuyé contre sa chaise, son regard retournant vers les étoiles. Avez-vous pensé à ce que vous voulez faire une fois guéri? J'y pense tous les jours. Je ne peux pas retourner à Lyon. Pierre pourrait me chercher là-bas et je ne mettrai pas mon frère en danger. Je pensais peut-être trouver du travail à Saint-Flour, mais je ne sais pas quel genre de travail une femme peut faire dans une ville minière. Cuisiner, nettoyer, faire la lessive, il y a toujours besoin de ces compétences. Les mineurs ont de l'argent à dépenser
et pas de femme pour le dépenser. C'est ce dont j'ai peur. Et je dis doucement. Il a compris immédiatement. Vous pourriez rester ici. Je pensais ce que je disais. Vous êtes la bienvenue aussi longtemps que vous voulez. Je ne peux pas vivre de votre charité pour toujours. Ce ne serait pas de la charité. Vous aidez Sophie, et elle m'a dit plus d'une fois à quel point vous avez facilité les choses pour elle. Si vous vouliez rester, travailler comme notre gouvernante, nous pourrions vous payer. Je me suis tourné vers lui, essayant de lire son expression dans la faible lumière des fenêtres. Vous feriez ça? Nous avons besoin d'aide. Vous avez besoin d'un endroit où rester. C'est logique. Il a fait une pause, à moins que vous ne préfériez être ailleurs. Je sais que c'est isolé ici, solitaire parfois. Solitaire? Oui, mais pas comme il l'entendait. J'avais été solitaire à Paris, entouré de gens qui s'attendaient à ce que je sois quelqu'un que je n'étais pas. J'avais été solitaire avec Pierre, qui prétendait m'aimer mais voulait seulement me posséder. Ici, j'étais simplement moi-même, et c'était suffisant. J'aimerais rester, et je dis, si vous êtes sûr. Je suis sûr. Il a souri, et j'ai senti quelque chose de chaud s'épanouir dans ma poitrine. Bienvenue au ranch, mademoiselle Dubois. Les saisons ont basculé vers l'hiver. Ma cheville a suffisamment guéri pour que je puisse marcher sans béquille, bien qu'elle me fasse mal par temps froid. Je me suis lancé à corps perdu dans le travail, apprenant à faire du pain, à conserver les légumes, à fabriquer du savon et des bougies. Sophie m'a appris à tirer, m'emmenant dans les pâturages avec une vieille carabine et me montrant comment viser, comment presser la détente plutôt que de la tirer. Chaque femme ici doit savoir se protéger, disait Sophie. On ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin. Je suis devenue une tireuse décente, même si je n'y prenais jamais autant de plaisir que Sophie. Mais j'appréciais la compétence. J'appréciais de savoir que je n'étais pas impuissante, que je pouvais me défendre si nécessaire. Julien continuait d'être une présence stable et tranquille. Il me traitait avec une courtoisie inébranlable, toujours respectueux de mon espace, attentif à ne jamais me toucher inutilement. Mais parfois, quand nous travaillions côte à côte sur une tâche, je le surprenais à me regarder avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. Intérêt, curiosité ou quelque chose de plus profond. Je me surprenais à penser à lui plus que je ne le devrais. Je me surprenais à l'attendre le matin, à écouter sa voix, à remarquer sa façon de bouger, le sourire rare qui transformait son visage sérieux. Je me disais que c'était de la simple gratitude, que n'importe qui se sentirait attiré par quelqu'un qui leur avait sauvé la vie et n'avait rien demandé en retour. Mais je savais que c'était plus que ça. Un matin de novembre, je me suis réveillé pour trouver le monde transformé par la neige. Elle était tombée silencieusement pendant la nuit, couvrant tout d'un blanc immaculé. J'étais à la fenêtre de la cuisine, hypnotisé par sa beauté, quand Julien est entré de la grange, faisant claquer la neige de ses bottes. « Première neige de la saison », a-t-il dit, accrochant son manteau près de la porte. « On est parti pour un hiver froid. » « C'est magnifique, » ai-je dit. Il est venu se tenir à côté de moi, regardant le paysage transformé. « Ça l'est, mais ça rend tout plus difficile. Nous devrons rapprocher le bétail, nous assurer qu'il a accès à la nourriture et à l'eau. Les chemins devront être dégagés. Le bois de chauffage devient critique. Que puis-je faire pour aider? » Il m'a regardé, surpris. « Vous en faites déjà beaucoup. Je veux en faire plus, je peux apprendre. Vous et Sophie avez été si généreux et j'ai l'impression de ne pas assez contribuer. Vous contribuez plus que vous ne le savez, a-t-il dit doucement. Vous avoir ici a rendu les choses plus faciles pour nous deux, a rendu les choses meilleures. Il a hésité comme s'il voulait en dire plus, puis a semblé y renoncer. Mais si vous voulez aider aux travaux extérieurs, je peux vous apprendre. Il y a toujours plus à faire que 2 personnes ne peuvent gérer. Ainsi, mon éducation à la vie du ranch s'est-elle approfondie. J'ai appris à nourrir le bétail avec du foin, à briser la glace sur les abreuvoirs, à reconnaître les signes de maladie chez les animaux.
J'ai appris à fendre le bois, bien que mes premières tentatives aient été maladroites et m'aient laissé des ampoules aux mains. Julien m'a montré la bonne technique, se tenant derrière moi pour ajuster ma prise sur la hache, et j'étais aigu conscience de sa proximité, de la chaleur de son corps contre mon dos. Comme ça, a-t-il dit, guidant mes bras dans le mouvement. Laissez le poids de la hache faire le travail. Quand la bûche s'est fendue proprement, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement totalement disproportionné par rapport à la tâche. Julien a reculé, souriant. Vous êtes une naturelle. Je n'irai pas jusque-là. Croyez-moi, les premières tentatives de Sophie étaient bien pires. Elle a failli se couper un pied. Ils sont tombés dans un partenariat facile, travaillant ensemble les matins froids, trouvant un rythme qui exigeait peu de mots. J'ai découvert que j'aimais le travail physique, j'aimais la façon dont il fatiguait mon corps et éclaircissait mon esprit. À Paris, on m'avait appris que les mains d'une dame devaient toujours être douces et blanches, que le travail physique était en dessous de ma condition. Mais ici, le travail était le travail, et il y avait une satisfaction que je n'avais jamais ressentie auparavant. Décembre a apporté un froid mordant et plus de neige. Tous les trois, nous passions plus de temps à l'intérieur, blottis près du feu, jouant aux cartes le soir et racontant des histoires. Sophie nous régalait de récits de ses escapades d'enfance, des ennuis dans lesquels elle et Julien s'étaient fourrés avant que leur père ne devienne méchant à cause de l'alcool. Julien, moins bavard, apportait néanmoins ses propres souvenirs, un humour sec traversant ses mots qui me faisait rire d'une manière que je n'avais pas ri depuis des mois. Noël est arrivé et nous l'avons célébré simplement. Un poulet rôti, des pommes de terre et des carottes de la cave à légumes, et une tarte aux pommes séchées que j'avais passé toute la journée à perfectionner. Sophie avait tricoté des écharpes pour Julien et moi, et j'avais réussi à faire une nouvelle chemise pour Julien à partir d'un tissu que j'avais trouvé dans un coffre. Je n'avais pas de cadeau pour Sophie, et je m'en sentais terriblement mal, mais Sophie a balayé mes excuses d'un geste. « Vous avoir ici est déjà un cadeau suffisant », a-t-elle dit, et elle le pensait. Ce soir-là, après que Sophie fut allée se coucher, je me suis retrouvé seul avec Julien, près du feu, sirotant du café et regardant les flammes danser. « Merci pour aujourd'hui », ai-je dit, pour m'avoir fait sentir que j'ai ma place ici. « Vous avez votre place ici », a dit Julien. Il a posé sa tasse de café et s'est tourné vers moi. « Marie, j'ai besoin de vous dire quelque chose. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. Qu'est-ce que c'est? J'y pense depuis un moment maintenant, probablement plus longtemps que je n'aurais dû avant de dire quoi que ce soit. Il a pris une profonde inspiration. Quand je vous ai trouvé là-bas près des voies ferrées, brisées et saignantes, je voulais juste vous aider, je voulais m'assurer que vous surviviez. Mais ces derniers mois, à vous regarder guérir, à vous regarder devenir une partie de cet endroit, une partie de nos vies, j'ai fini par tenir à vous plus que je ne le devrais, peut-être plus que ce n'est sage. Je pouvais à peine respirer. Julien, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il a passé une main dans ses cheveux noirs, un geste de nervosité que je ne lui avais jamais vu auparavant. Je sais que vous avez traversé l'enfer avec cet homme qui a essayé de vous contrôler. Je sais que la dernière chose que vous voulez probablement, c'est un autre homme qui déclare ses sentiments, mais je ne suis pas lui. Je n'essayerai jamais de vous posséder, n'essayerai jamais de faire de vous quelque chose que vous n'êtes pas. Si vous voulez rester ici juste en tant qu'ami, juste en tant que quelqu'un qui travaille pour nous, c'est très bien. Je respecterai cela. Mais s'il y a une chance que vous ressentiez la même chose que moi, j'avais besoin que vous le sachiez. J'avais besoin d'être honnête avec vous. Je l'ai regardé, mon esprit en ébullition. J'avais su à un certain niveau que mes sentiments pour Julien avaient dépassé la gratitude ou l'amitié. Mais j'avais eu peur de les reconnaître, peur de faire la même erreur que j'avais faite avec Pierre, confondant la proximité et la gentillesse avec quelque chose de plus profond. Maintenant, en entendant la déclaration tranquille de Julien, j'ai réalisé que ce que je ressentais pour lui n'avait rien à voir avec ce que j'avais ressenti pour Pierre.
Avec Pierre, il y avait toujours eu un sentiment de performance, d'essayer d'être ce qu'il voulait que je sois. Avec Julien, j'étais simplement moi-même, et il semblait valoriser cela plus que toute autre chose. Il n'avait jamais essayé de me changer, ne m'avait jamais critiqué, n'avait jamais exigé plus que ce que je pouvais donner. Il avait simplement été là, stable et patient, me laissant guérir à mon propre rythme. Je ressens la même chose, et je dis doucement. Je crois que c'est le cas depuis un moment déjà. J'avais juste peur de l'admettre, même à moi-même. L'espoir qui a brillé dans ses yeux m'a fait mal au cœur. Vous n'avez pas à avoir peur, pas avec moi, jamais. Il a tendu la main lentement, me laissant le temps de me retirer si je le voulais. Quand je ne l'ai pas fait, il a pris ma main dans la sienne, ses doux cueilleux doux. Nous sommes restés ainsi longtemps, les mains jointes, regardant le feu se consumer en braise, aucun de nous n'ayant besoin d'en dire plus. L'hiver a resserré son emprise sur le massif central, et Julien et moi avons navigué notre nouvelle relation avec prudence. Nous étions tous deux prudents, tous deux conscients que nous portions des blessures du passé, mais lentement, timidement, nous avons appris à faire confiance à ce qui grandissait d'entre nous. Julien m'a courtisé de petites manières, m'apportant des fleurs sauvages qu'il trouvait lors de ses tournées sur la propriété, s'asseyant avec moi le soir pendant que je raccommodais, m'apprenant à monter à cheval pour que nous puissions explorer le ranch ensemble. Il ne m'a jamais poussé à donner plus que ce que j'étais prête à donner, ne m'a jamais fait me sentir pressurisé ou obligé. Sophie a observé notre rapprochement croissant avec une joie évidente. Je me demandais quand vous deux alliez vous décider, a-t-elle dit un après-midi, alors que Sophie et moi étions seuls dans la cuisine. Vous vous faites des œillades depuis des mois. J'ai senti mes joues rougir. Non, mais si absolument. Julien est terrible pour cacher ses sentiments. Il vous regarde comme si vous aviez accroché la lune. Sophie a souri. Je trouve ça merveilleux. Vous êtes bonne pour lui. Vous le faites sourire davantage. Vous lui faites se souvenir qu'il y a plus dans la vie que le simple travail. Il est bon pour moi aussi, ai-je admis. Je ne pensais pas pouvoir faire confiance à quelqu'un à nouveau après Pierre. Mais Julien est différent. Il n'essaie pas de me contrôler. Il veut juste que je sois heureuse. C'est à ça que ressemble l'amour véritable, a dit Sophie. Pas la possession, mais le partenariat, le respect mutuel. Je suis contente que vous vous soyez trouvés. En mars, quand la neige a commencé à fondre et que les premières pousses vertes sont apparues dans les pâturages, Julien m'a demandé de l'épouser. Il l'a fait simplement, sans faste, un dimanche après-midi, alors que nous marchions ensemble près du ruisseau qui traversait la propriété. « Je sais que nous ne nous sommes pas courtisés longtemps, a-t-il dit, et je sais que vous avez des raisons de vous méfier du mariage. Mais je vous aime, Marie. Je veux construire une vie avec vous, un vrai partenariat où nous prenons des décisions ensemble et nous nous soutenons mutuellement. Voulez-vous m'épouser? » J'ai pensé à la femme que j'étais 1 an auparavant, piégée dans un train, assez désespérée pour risquer la mort pour une chance de liberté. J'ai pensé au voyage qui m'avait amené ici, à cet homme qui m'avait trouvé brisé et m'avait aidé à guérir non seulement mon corps mais mon esprit. Et j'ai su avec une certitude absolue que c'était ce que je voulais. Oui, ai-je dit, oui, je vous épouserai. Son sourire valait tout ce que j'avais enduré pour arriver ici. Nous nous sommes mariés en avril dans la petite église de Saint-Flour, Sophie se tenant comme ma témoin et le forgeron local comme celui de Julien. La cérémonie était simple, les vœux traditionnels. Mais quand Julien a glissé l'alliance en or simple à mon doigt et m'a embrassé pour la première fois en tant que mon mari, j'ai ressenti une joie si profonde qu'elle m'a fait monter les larmes aux yeux. Les premiers mois de notre mariage furent un ajustement. Apprendre à partager un lit, une vie, une intimité que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Julien était patient avec moi, doux, toujours attentif à mon confort et à mes besoins. Notre relation physique s'est approfondie lentement et j'ai découvert que l'intimité pouvait être belle quand elle était construite sur la confiance et une affection sincère.
J'ai aussi découvert que le mariage avec Julien n'avait rien à voir avec ce que j'avais craint. Il me consultait sur les décisions concernant le ranch, valorisait mes opinions, m'encourageait à poursuivre mes propres intérêts. Quand j'ai exprimé le désir d'en apprendre davantage sur l'élevage de bétail, il m'a appris tout ce qu'il savait. Quand j'ai voulu créer un potager plus grand que la petite parcelle que Sophie avait entretenue, il m'a aidé à défricher le terrain et à construire des clôtures pour empêcher les chevreuils d'entrer. Sophie a déménagé dans le dortoir cet été-là, insistant sur le fait que les jeunes mariés avaient besoin d'intimité. En plus, a-t-elle dit avec un sourire malicieux, j'ai 18 ans maintenant, assez âgé pour avoir mon propre espace. Je viendrai toujours à la maison pour les repas, mais je pense que nous serons tous plus heureux avec un peu plus d'espace pour respirer. La vie a trouvé un rythme défini par les saisons et les exigences du ranch. Le rassemblement de printemps, la fenaison d'été, les préparations d'automne pour l'hiver, les longs mois froids d'endurance. C'était un travail acharné, incessant, mais j'y prospérais. J'étais plus forte maintenant, tant physiquement que mentalement, que je ne l'avais jamais été dans mon ancienne vie. En septembre 1885, j'ai réalisé que j'étais enceinte. J'ai annoncé la nouvelle à Julien le soir après le souper, alors que nous étions seuls sur la véranda, regardant le soleil peindre les montagnes d'or et de violet. Je vais avoir un bébé, ai-je dit simplement. Julien est resté très immobile, puis s'est tourné pour me regarder avec tant d'émerveillement et de joie que j'ai commencé à pleurer. « Vous êtes sûr ?» a-t-il demandé. « Aussi sûr que je peux l'être. J'ai eu 2 retards et j'ai été malade le matin. » Il m'a serré dans ses bras, me tenant avec précaution comme si j'étais faite de verre. « Un bébé » a-t-il murmuré. « Notre bébé. » Leur fils est né en mai 1886, un matin où les fleurs sauvages éclataient de couleurs dans les pâturages. La naissance fut dure, longue et douloureuse, avec seulement Sophie et une sage-femme de Saint-Flour pour m'aider. Mais quand j'ai finalement tenu mon fils dans mes bras, quand j'ai vu le visage de Julien alors qu'il regardait la petite vie que nous avions créée ensemble, chaque moment de douleur fut oublié. Nous l'avons nommé Adam, et il avait les yeux bleus de Julien et mes cheveux bruns. Il était sain et fort avec un cri vigoureux qui faisait rire Sophie. « Celui-là va vous tenir occupé », a-t-elle prédit. Et elle avait raison. Je ne m'étais jamais imaginé mère, mais j'ai découvert un amour féroce et protecteur pour mon fils, qui m'a surprise par son intensité. Je l'ai regardé grandir avec émerveillement, le premier sourire, le premier rire, les premières pas hésitants. Julien était un père dévoué, patient et joueur, apprenant à Adam à monter presque dès que le garçon pouvait marcher, le laissant aider aux tâches du ranch même, quand son aide consistait principalement à se mettre en chemin. Sophie adorait son neveu, le gâtant sans vergogne et le défendant farouchement. Elle avait des prétendants maintenant, de jeunes hommes de Saint-Flour qui venaient la voir avec des fleurs et de jolis mots, mais elle montrait peu d'intérêt pour aucun d'eux. « Je ne suis pas pressée, » me disait-elle. « Quand le bonhomme arrivera, je le saurai. En attendant, j'ai de quoi m'occuper ici. » Les années passèrent dans un flou de travail et de joie, et parfois de difficultés. Il y eut des hivers rudes qui tuèrent le bétail, des étés secs qui desséchèrent l'herbe, des maladies et des blessures, et des quasi-catastrophes. Mais à travers tout cela, Julien et moi avons construit une vie ensemble qui était plus forte que tous les défis que nous avons affrontés. En 1888, leur deuxième enfant en est né, une fille qu'ils ont nommée Abigail. Elle était plus calme qu'Adam, plus réfléchie, avec mes yeux sombres et sérieux et la détermination têtue de Julien. 2 ans plus tard est né un autre fils, André, qui semblait être un mélange parfait de ses 2 parents. Aventureux comme son père, pratique comme sa mère, avec un esprit vif qui nous faisait tous rire. Le ranch prospérait. Julien s'est avéré être un homme d'affaires avisé, élevant du bétail de qualité qui rapportait de bons prix et gérant ses ressources avec soin. Nous avons agrandi la maison,
ajoutant des chambres pour la famille grandissante, et construit une nouvelle grange pour remplacer la structure vieillissante que le père de Julien avait érigée des décennies auparavant. Nous n'étions pas riches, mais nous étions confortables. Et plus important encore, nous étions heureux. Un soir d'été 1891, j'étais assis sur la véranda, regardant mes enfants jouer dans la cour. Adam, maintenant âgé de 5 ans, apprenait à Abigail à attraper un poteau avec un lasso, sa jeune voix patiente tandis qu'il expliquait la technique. Le petit André trottinait d'entre eux, riant de tout, ses mains potelées tendant vers la corde. Julien est venu derrière moi et a enroulé ses bras autour de ma taille, posant son menton sur mon épaule. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé. « À quel point ma vie est différente de ce que je pensais qu'elle serait ?» Et je dis, « Il y a 8 ans, j'ai sauté d'un train sans savoir si je survivrais. Je n'imaginais certainement rien de tout ça. Le regrettes-tu, ce saut ?» Je me suis retourné dans ses bras pour pouvoir voir son visage. « Pas une seconde. Cela m'a amené à toi, m'a amené à cette vie. Et ça, c'est... Oui, je n'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. » Il m'a embrassé lentement et doucement, le baiser d'un homme qui avait appris chaque recoin du cœur de sa femme et chérissait ce qu'il y trouvait. « Je t'aime, » a-t-il dit. Chaque jour, je remercie Dieu d'avoir décidé de monter à cheval ce matin-là, de t'avoir trouvé quand je l'ai fait. Je t'aime aussi, toujours. Sophie s'est mariée en 1892 avec un homme nommé Robert, qui possédait un ranch à 30 kilomètres au sud du nôtre. Le mariage fut une occasion joyeuse, et bien que l'absence quotidienne de Sophie me manque, j'étais heureuse pour mon amie. Sophie avait trouvé quelqu'un qui la traitait comme un partenaire égal, qui respectait sa force et son indépendance, et c'était tout ce que j'avais toujours voulu pour elle. Avec Sophie partie, Julien et moi avons embauché une jeune femme nommée Marguerite pour aider aux tâches ménagères et avec les enfants. Marguerite était calme et travailleuse, reconnaissante pour l'emploi et le lieu sûr où vivre. Elle me rappelait moi-même dans ses premiers mois après le saut. Blessée, méfiante, mais avide d'une chance de faire ses preuves. Les enfants ont continué de grandir. Adam a montré un talent naturel pour travailler avec les chevaux et passait des heures avec son père à apprendre à les dresser et à les apaiser. Abigail était fascinée par les livres et je lui ai appris à lire en utilisant la petite collection de volumes que nous avions accumulés au fil des ans. André était intrépide, toujours en train de grimper quelque chose ou de courir après les chiens du ranch, donnant à ses parents des crises cardiaques régulières avec ses exploits. En 1894, j'ai donné naissance à leur 4e enfant, une autre fille que nous avons nommée Alice. Elle était minuscule et délicate, rien de tel que ses frères et sœurs robustes, et je me suis inquiété constamment pendant sa première année. Mais Alice s'est avérée plus forte qu'elle n'en avait l'air, et à son 2e anniversaire, elle suivait ses frères et sœurs avec une énergie déterminée. La vie s'est installée dans un rythme confortable. Le ranch continuait de prospérer, et la réputation de Julien en tant que négociant équitable et rancher habile s'est répandue dans toute la région. Nous organisions des dîners pour les ranchers voisins, assistions aux événements sociaux de l'église à Saint-Flour, devenions des membres respectés de la communauté. Je pensais parfois à mon ancienne vie à Paris, à mon frère à Lyon, mais je n'avais aucun désir de retourner à l'un ou l'autre de ces endroits. C'était ma maison maintenant. C'était de mes jambes et je ne m'étais jamais senti plus moi-même qu'ici. Un après-midi d'octobre 1896, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu un cheval approcher à toute vitesse. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas arriver à la maison. Quelque chose dans son allure, dans la coupe chère de ses vêtements, malgré la poussière du voyage, a fait battre mon cœur plus vite. J'ai compris alors. C'était la raison de ma peur, la raison pour laquelle cette vieille blessure s'était rouverte. Le passé n'est jamais vraiment passé, n'est-ce pas? Julien était dans les pâturages avec Adam. Marguerite avait emmené les plus jeunes chez Sophie pour l'après-midi. J'étais seul. L'homme est descendu de cheval et a marché jusqu'à la véranda. Il avait la cinquantaine, bien habillé, avec des yeux durs et une bouche pincée. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper,
me tenant dans l'embrasure, bloquant son entrée. « Puis-je vous aider ?» ai-je demandé, ma voix aussi stable que possible. « Je cherche Marie Dubois, a-t-il dit. On m'a dit qu'elle pourrait être ici. Mon sang s'est glacé. Qui demande? Mon nom est Charles Leblanc. Pierre Leblanc était mon fils. Le monde a chancelé. J'ai agrippé l'encadrement de la porte pour me stabiliser. Il est mort il y a 3 ans. Épidémie de choléra à Clermont-Ferrand. Charles Leblanc a étudié mon visage. C'est vous, n'est-ce pas? La femme qui a sauté du train. Il ne servait à rien de le nier. Oui. Puis-je entrer? J'ai fait un long chemin et je pense que nous devons parler. Chaque instinct me criait de refuser, de lui claquer la porte au nez et de le renvoyer. Mais Julien m'avait appris que fuir les problèmes les résolvait rarement. D'accord, mais mon mari rentrera bientôt et il ne prendra pas gentiment les menaces. Je ne suis pas ici pour vous menacer, Madame Chevalier. Il avait remarqué la bague à mon doigt, le nom que j'avais revendiqué. Je suis ici pour m'excuser. C'était si inattendu que je n'ai pu que le fixer. Je me suis reculé et l'ai laissé entrer, le conduisant à la table de la cuisine. J'ai versé du café d'une main tremblante et me suis assise en face de lui, attendant. Charles Leblanc a serré ses mains autour de la tasse et a baissé les yeux dans ses profondeurs. « Je ne savais pas, a-t-il dit finalement, ce que mon fils vous faisait, comment il vous traitait. Je savais qu'il était possessif, qu'il avait un sale caractère, mais je pensais que c'était juste de la passion de jeunesse. Je n'avais pas réalisé que cela avait dépassé la limite pour devenir quelque chose de plus sombre. Comment l'avez-vous découvert? Après votre disparition, Pierre est rentré à la maison enragé. Il a dit que vous aviez sauté du train, que vous étiez probablement morte, mais qu'il allait retrouver votre corps pour en être sûr. Il a engagé des hommes pour fouiller la zone où il pensait que vous aviez sauté. Quand ils ne vous ont pas trouvé, il est devenu obsédé. Il était convaincu que vous aviez survécu et que vous vous cachiez quelque part. » Charles a levé les yeux, l'air peiné. Dans ses divagations, il a révélé des choses. Comment il vous avait frappé? Comment il vous avait enfermé dans ce compartiment? Comment il avait prévu de vous couper de tous ceux que vous connaissiez une fois mariés? Vous l'avez confronté. Oui, nous nous sommes disputés. Il m'a dit que je ne comprenais pas, que vous aviez besoin d'être contrôlée, que vous étiez trop indépendante, trop volontaire. C'est là que j'ai réalisé que mon fils n'était pas l'homme que je pensais qu'il était. Il a fait une pause. Je l'ai coupé les vivres, lui disant qu'il ne verrait pas un sou de mon argent tant qu'il n'aurait pas de l'aide. Il a refusé, a déménagé à Clermont-Ferrand et a essayé de s'en sortir seul. Il n'avait pas le tempérament pour ça. Il se noyait dans les dettes quand le choléra est arrivé. Je ne savais pas quoi ressentir. Pierre était mort. L'homme qui m'avait terrifié, qui m'avait poussé à de telles mesures désespérées, était parti. Je n'ai ressenti aucune joie à la nouvelle, mais aucune douleur non plus, juste un étrange sentiment de finalité. J'ai passé les 3 dernières années à essayer de vous retrouver, a poursuivi Charles. Pas pour vous faire du mal ou vous forcer à revenir à quoi que ce soit. Je voulais juste savoir si vous aviez survécu. Je voulais m'excuser pour les actions de mon fils, pour ma propre cécité à ne pas voir ce qu'il était plus tôt. J'ai finalement retrouvé votre frère à Lyon. Il m'a dit que vous aviez disparu après vous être fiancé à Pierre, qu'il n'avait aucune idée de ce qui vous était arrivé, mais il a mentionné que vous aviez un jour parlé de voir le Massif central, les grands espaces. J'ai engagé des enquêteurs pour fouiller. Ils ont trouvé une trace d'une Marie Dubois qui a épousé un Julien Chevalier à Saint-Flour en 1884. J'ai tenté ma chance, pensant que c'était vous. Pourquoi est-ce important? Ai-je demandé. Pourquoi tant d'efforts? Parce que j'avais besoin de savoir si mon fils vous avait tué. Et s'il ne l'avait pas fait, si vous aviez survécu, je devais m'excuser. Je devais essayer de réparer d'une manière ou d'une autre. Il a tendu la main dans son manteau et a sorti une enveloppe. Ceci est pour vous. Assez d'argent pour vous assurer que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de votre sécurité.
Je sais que cela ne défait pas ce que Pierre vous a fait, mais c'est tout ce que je peux offrir. Je l'ai regardé, l'enveloppe posée entre nous. Je ne voulais pas de son argent. S'il vous plaît, laissez-moi faire cette seule chose. Laissez-moi essayer d'équilibrer les choses, même un peu. On ne peut pas équilibrer ce que votre fils a fait avec de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Je sais, mais je dois essayer. Il a posé l'enveloppe sur la table entre nous. Vous n'avez pas à décider maintenant. Réfléchissez-y. Si vous n'en voulez vraiment pas, donnez-la à une œuvre de charité. Utilisez-la pour aider d'autres femmes dans des situations comme la vôtre. Prenez-la, s'il vous plaît. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu des sabots dehors. Julien et Adam étaient rentrés. Je me suis levé rapidement, me dirigeant vers la porte. Julien est descendu de cheval, ses yeux allant immédiatement vers la monture étrange attachée à la balustrade de la véranda. Son visage était méfiant en montant les marches. « Marie, tout va bien? » C'est Charles Leblanc, ai-je dit, le père de Pierre. Le corps entier de Julien s'est tendu. Sa main s'est instinctivement portée vers l'arme à sa hanche. Vous avez environ 5 secondes pour expliquer ce que vous faites ici avant que je ne vous jette de ma propriété. Julien, attends. J'ai posé une main sur son bras. Il n'est pas là pour causer des ennuis. Il est venu me dire que Pierre est mort il y a 3 ans. Les yeux de Julien se sont plissés. C'est vrai? Charles s'était approché de la porte. Il a regardé Julien avec un respect né de la prudence. Je suis venu m'excuser pour les actions de mon fils, pour m'assurer que Madame Chevalier était en sécurité et bien soignée. Je vois qu'elle l'est. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Il est passé devant eux, descendant les marches, détachant son cheval. Julien l'a regardé partir, son corps toujours raide de tension. « Monsieur Leblanc !» ai-je appelé. Il s'est retourné. Merci de me l'avoir dit, d'avoir eu la décence de chercher ce qui s'était passé. Il a hoché la tête une fois, a monté son cheval et est parti. Julien m'a serré dans ses bras, me tenant fermement. « Tu vas bien? »« Je vais bien maintenant. Je suis juste sous le choc. Je n'aurais jamais pensé savoir ce qui était arrivé à Pierre. Jamais pensé obtenir une sorte de résolution. » Je me suis penché en arrière pour regarder le visage de mon mari. Il est vraiment parti, Julien. Je n'ai plus à m'inquiéter qu'il me retrouve, qu'il me sépare de toi et des enfants. C'est vraiment fini. C'était fini le jour où tu as sauté de ce train, a dit Julien fermement. Tu ne serais jamais retourné vers lui. J'aurais veillé à ça. Je sais, mais maintenant je n'ai plus à me poser la question. Je n'ai plus à regarder par-dessus mon épaule. J'ai vu l'enveloppe toujours sur la table à travers l'embrasure de la porte. Il a laissé de l'argent. Il voulait faire amende honorable. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je ne suis pas sûr. Une partie de moi veut le renvoyer, ne rien vouloir de la famille de Pierre. Mais une autre partie pense que peut-être il peut en sortir quelque chose de bon. Peut-être pourrions-nous l'utiliser pour aider d'autres femmes qui sont dans les situations où j'étais. Lancer un fonds ou un refuge ou quelque chose. Julien a souri en me regardant. Ça sonne exactement comme quelque chose que tu penserais. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Adam est monté les marches de la véranda en courant, son jeune visage curieux. Maman, qui était cet homme? Papa avait l'air en colère. J'ai lissé les cheveux de mon fils. Juste quelqu'un d'il y a longtemps. Rien qui doive t'inquiéter. As-tu passé une bonne journée avec ton père? La meilleure? Papa m'a laissé dompter un des nouveaux chevaux tout seul. Enfin, presque tout seul. Presque tout seul, a confirmé Julien, ses yeux pétillants. C'est un naturel. Nous sommes entrés et la vie a repris son rythme normal. Le souper devait être préparé. Les tâches devaient être faites. Les enfants devaient être lavés et mis au lit. Mais quelque chose avait changé pour moi. Un poids que je n'avais pas réalisé porter encore s'était levé. Pierre était parti. Son ombre banni de ma vie pour de bon. Au cours des semaines suivantes, Julien et moi avons discuté de ce qu'il fallait faire de l'argent de Charles Leblanc. Finalement, nous avons décidé de l'utiliser pour créer un fonds qui aiderait les femmes en situation désespérée.
Des femmes fuyant des hommes dangereux, des femmes qui avaient besoin d'argent pour recommencer, des femmes qui avaient juste besoin d'une chance. Nous avons travaillé avec l'Église de Saint-Flour pour l'administrer, garantissant que l'aide serait disponible à quiconque en aurait besoin. Les années continuèrent de passer, jalonnées par les étapes de la vie de nos enfants. Adam grandit, grand et fort. Son talent avec les chevaux devint renommé dans toute la région. À 18 ans, il aidait son père non seulement aux travaux du ranch, mais aussi aux décisions commerciales qui le maintenaient rentable. Abigail devint institutrice, établissant une petite école à Saint-Flour où elle enseignait aux enfants de mineurs et de ranchers. André suivit son frère dans le travail du ranch, tandis qu'Alice montra un talent pour la guérison, chevauchant souvent avec le médecin local pour aider à soigner les voisins malades et blessés. Julien et moi vieillissions ensemble, notre amour s'approfondissant chaque année. Nous avions traversé des tempêtes, littérales et figuratives, des sécheresses et des blizzards, des revers financiers et des pertes personnelles, les épreuves normales qui accompagnent la construction d'une vie sur une terre rude. Mais à travers tout cela, nous nous avions l'un l'autre, et cela avait suffi. En 1905, par un matin frais de printemps, je me suis tenu sur la véranda de la ferme et j'ai regardé la terre qui était devenue la mienne. J'avais 42 ans maintenant, mes cheveux bruns parsemés d'argent, mes mains cailleuses après des années de travail. Julien est venu derrière moi, ses propres cheveux plus gris que bruns ces jours-ci, et a enroulé ses bras autour de ma taille, comme il l'avait fait tant de fois au fil des ans. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé, faisant écho à la question qu'il m'avait posée tant de fois auparavant. À cette nuit où j'ai sauté du train, et je dis, à quel point j'étais terrifié, à quel point j'étais certaine que j'allais mourir. Tu étais la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. J'étais désespéré. Mais ce désespoir m'a amené ici, m'a amené à toi, m'a amené à cette vie. Je me suis retourné dans ses bras pour lui faire face. Je referais tout ça, Julien, chaque moment douloureux, si je savais que cela me ramènerait à toi. Il m'a embrassé, et le baiser contenait toujours toute la tendresse et la passion qu'il avait contenue 22 ans auparavant, quand il m'avait dit pour la première fois qu'il m'aimait. « Je t'ai trouvé brisé, a-t-il dit doucement. Mais tu n'étais jamais vraiment brisé, juste tordu pendant un moment. Tu t'es réparé toi-même, Marie. Je t'ai juste donné un endroit sûr pour le faire. Nous nous sommes réparés mutuellement, et je dis, c'est ce que l'amour fait. Il guérit les endroits que nous ne savions même pas être blessés. » Nos enfants sont venus souper ce soir-là. Adam avec sa femme et leurs 2 jeunes fils. Abigail avec son mari qu'elle avait rencontré en enseignant. André avec la jeune femme qu'il courtisait. Et Alice, toujours célibataire mais contente de son indépendance. Sophie et son mari Robert sont également venus avec leurs 4 enfants, âgés de 10 à 2 ans. La maison était pleine de bruit et de rire. La table était bondée, la conversation était animée. Plus tard, après que tout le monde soit rentré et que la maison soit redevenue silencieuse, Julien et moi nous sommes assis ensemble dans notre chambre. J'ai brossé mes cheveux pendant qu'il était assis sur le bord du lit, me regardant avec la même appréciation qu'il avait toujours eue. « As-tu déjà pensé à ce qui aurait pu être ?» ai-je demandé. « Si je n'avais pas sauté, si tu ne m'avais pas trouvé, parfois. Mais alors je me rappelle que ce qui aurait pu être n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui est. Et ce qui est était meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Il m'a tendu la main. « Viens ici. » J'ai posé la brosse et je suis allé vers lui, le laissant me tirer contre lui. Nous nous sommes allongés ensemble, ses bras autour de moi, ma tête sur sa poitrine. J'entendais son cœur battre régulièrement et fort, le même rythme qui m'avait réconforté tant de nuits. « Je t'aime » ai-je murmuré. « Je t'aime aussi, toujours et pour toujours. » Les années qui suivirent apportèrent leur propre joie et chagrin. Adam et sa femme nous donnèrent de 4 autres petits-enfants. Abigail eut 3 filles qui héritèrent tout son amour de l'apprentissage. André épousa sa dulcinée
et ils bâtirent un ranch adjacent à celui de Julien et Marie, travaillant la terre ensemble, comme les familles l'avaient toujours fait. Alice finit par épouser un médecin de Clermont-Ferrand et déménagea en ville, bien qu'elle nous rendît visite souvent. La santé de Julien commença à décliner en 1912. Rien de dramatique, juste l'accumulation lente des années de travail acharné, des hivers passés dans des étables glaciales et des étés passés sous un soleil brutal. Ses articulations le faisaient souffrir, sa respiration devint laborieuse, son énergie flanchait. Mais il ne se plaignait jamais, ajustant simplement son travail pour correspondre à ce que son corps pouvait encore faire. Je l'ai regardé vieillir avec un mélange de tendresse et de tristesse. Je savais que notre temps ensemble était fini, je l'avais toujours su, mais la réalité de sa mortalité était plus dure que je ne l'avais anticipé. Je veillais à ce qu'il se repose quand il en avait besoin, prenais plus de responsabilités de ranch moi-même avec l'aide d'Adam et André, m'assurais qu'il voyait le médecin de Saint-Flour régulièrement. Un soir de fin d'été 1914, Julien et moi étions assis ensemble sur la véranda, comme nous l'avions fait d'innombrables fois au fil des ans. Le soleil se couchait dans un éclat d'orange et de rose, et l'air était empli du son des grillons et du beuglement lointain du bétail. Te souviens-tu de la première fois où nous nous sommes assis ici ensemble? A demandé Julien. Quand je t'ai parlé de ma mère. Je me souviens. Tu m'as parlé de l'espoir de Sophie, de la difficulté quand cet espoir est mort. Tu nous as donné un nouvel espoir, à Sophie et à moi. Tu nous as montré que de bonnes choses peuvent venir de circonstances terribles, que la vie peut te surprendre de la meilleure des manières. Il a pris ma main, sa prise plus faible qu'avant, mais toujours chaude. Je veux que tu saches que chaque jour que j'ai passé avec toi a été un cadeau. Tu as rendu ma vie plus riche, plus pleine, plus significative que je ne l'aurais jamais cru possible. Des larmes coulaient sur mes joues. Julien, ne parle pas comme ça. Tu ne vas nulle part. Pas encore. Mais quand je partirai, peu importe quand, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Tu es forte, Marie, plus forte que tu ne le crois. Tu as survécu à Pierre, tu as survécu à ce saut. Tu as construit une vie ici qui briserait la plupart des gens. Quand je serai parti, tu survivras aussi à ça. Tu continueras parce que c'est ce que tu fais. Je ne veux pas continuer sans toi. Si tu le feras, tu as des enfants qui ont besoin de toi, des petits-enfants qui t'adorent. Tu as encore toute une vie devant toi. Il m'a serré la main. Promets-moi que tu ne passeras pas le temps qu'il te reste à me pleurer. Promets-moi que tu continueras à vivre vraiment, comme tu l'as fait depuis que tu es arrivé ici. Je te le promets, ai-je murmuré, même si les mots faisaient mal à dire. Julien est mort dans son sommeil en mars 1915. Son corps a simplement cédé après 60 ans de vie dure. Je me suis réveillé pour le trouver froid à côté de moi. Son visage paisible. Ses luttes enfin terminées. Je suis resté allongé à côté de lui longtemps, tenant sa main, lui disant adieu à l'homme qui avait sauvé ma vie de toutes les manières importantes. Les funérailles furent très fréquentées. Julien avait été respecté dans toute la région, connu comme un homme juste et un bon voisin. Je me tenais entre Adam et Abigail, acceptant les condoléances de ce qui semblait être la moitié du Massif central. Sophie se tenait de l'autre côté, son propre chagrin évident. Nous avions toutes les deux perdu quelqu'un d'irremplaçable. Dans les semaines qui suivirent la mort de Julien, je traversais mes journées dans un brouillard de douleur. Je faisais ce qu'il fallait faire parce que le travail ne s'arrêtait pas pour le deuil. Le bétail avait toujours besoin de soins. Les chevaux avaient toujours besoin d'être nourris. Le ranch devait continuer à fonctionner. Adam et André prirent en charge la plupart des travaux lourds. Mais je me levais toujours tôt chaque matin, trouvais toujours du réconfort dans la routine qui avait défini ma vie pendant tant d'années. Lentement, graduellement, le tranchant aigu du chagrin s'estompa pour devenir quelque chose de plus supportable. Je découvris que je pouvais penser à Julien sans pleurer, pouvais me souvenir de notre vie ensemble avec plus de joie que de tristesse.
Je visitais sa tombe régulièrement, lui racontais les réalisations de nos petits-enfants, la façon dont le ranch allait, à quel point il me manquait, mais que je gérais quand même. Je tenais ma promesse envers lui. Je continuais à vivre. Je passais du temps avec mes enfants et petits-enfants, leur enseignant les compétences que j'avais apprises au cours de mes années au ranch. Je continuais à administrer le fonds que Julien et moi avions établi, aidant les femmes qui me rappelaient de ma jeune moi. Je chevauchais dans les terres du ranch, sentant la présence de Julien dans chaque panorama, chaque repère familier. En 1918, Alice donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Elle les amena au ranch quand ils eurent 3 mois, et je les serrais dans mes bras avec émerveillement. C'étaient les 13e et 14e petits-enfants, et ils me remplirent d'un nouveau sens du but. Julien était peut-être parti, mais son héritage perdurait dans ses enfants, dans la famille que nous avions construite ensemble. Sophie est venue me rendre visite un après-midi de juillet, apportant du pain fraîchement cuit et des nouvelles de sa propre famille. Nous nous sommes assises sur la véranda avec de la limonade fraîche, parlant comme nous l'avions toujours fait, avec la facilité de vieilles amies qui avaient traversé les tempêtes de la vie ensemble. « Tu regrettes parfois, » a demandé Sophie soudain, « d'avoir sauté de ce train tout ce qui a suivi. » J'ai regardé les terres, les pâturages s'étendant vers les montagnes lointaines, le ciel immense et bleu au-dessus. J'ai pensé à la fille terrifiée que j'avais été cette nuit d'août 1883, se jetant dans l'obscurité sans savoir si elle survivrait. J'ai pensé à la vie que cette fille avait construite à partir de ce seul acte désespéré de courage. Pas une seconde, ai-je dit, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Julien serait fier de toi, de la façon dont tu as continué. J'espère. J'essaie de vivre d'une manière qui le rendrait fier. J'ai souri. Mais plus que ça, j'essaie de vivre d'une manière qui me rende fier. C'est ce qu'il m'a appris, que ma vie est la mienne à façonner, que j'ai la force d'affronter tout ce qui vient. Nous sommes restés dans un silence confortable. 2 femmes qui avaient survécu à leurs propres enfers et en étaient sorties plus fortes de l'autre côté. Le soleil a traversé le ciel, les ombres se sont allongées et le jour s'est glissé vers le soir. Que restera-t-il de nous, de tout cela? Peut-être une histoire, quelques souvenirs flous, la force transmise, comme le vent sur la plaine. On ne peut jamais vraiment savoir, n'est-ce pas? Tout ce que je sais, c'est que j'ai vécu. Et ça, c'est tout ce qui est